la situation en Palestine continue de s'aggraver. À cette heure, les bombardements ont fait plus de 4000 morts, dont plus de 1500 enfants et 13 000 blessés. Face à la colonisation toujours plus brutale et meurtrière du régime israélien, les massacres du Hamas ont plongé le Proche-Orient dans la plus grave crise des dernières décennies. Ce massacre de centaines de civils par les islamistes a choqué le monde entier, à raison. En revanche, la couverture médiatique pour des milliers de Palestiniens morts depuis plus d'une semaine a été quasiment inexistante en Occident. La couverture médiatique française se montre donc impitoyable et encourage l'État israélien. Pire, les dirigeants occidentaux ont annoncé des livraisons d'armes à Israël, alors que c'est pourtant Israël qui viole le droit international et qui bombarde les civils sur Gaza. Et si l'armée israélienne entre dans Gaza, comme le veut le Hamas qui a tout fait pour l'attirer sur son terrain, ce sera un nettoyage ethnique, comme l'a averti l'ONU. Dans ce contexte, plusieurs puissances régionales et internationales sont concernées, comme l'Iran et les États-Unis qui encourent le risque de s'affronter par procuration. Pour nous, la tragédie actuelle est la conséquence de deux catastrophes. D'abord, le colonialisme du régime israélien qui n'a jamais accepté les accords d'Oslo et commis toujours plus de crimes et d'expropriations depuis 30 ans. L'État israélien a également favorisé la montée du Hamas dans les années 80 pour détruire la gauche palestinienne et s'offrir l'islamisme comme principal interlocuteur en Palestine. En 2019, Netanyahou disait que le financement du Hamas était une chance pour le gouvernement israélien, car ça a empêché toute création d'un État palestinien. C'est la politique que la droite israélienne mène depuis 2005 de favoriser le Hamas à Gaza au détriment de l'autorité palestinienne. Financer le Hamas, vous savez, encore tout récemment, il y a à peine 2 ans, un émissaire du Qatar arrivait à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv avec des valises pleines de dollars, des millions de dollars. Avec l'autorisation d'Israël, il était escorté par la police israélienne jusqu'à l'entrée de Gaza pour donner l'argent au Hamas afin que le Hamas puisse payer ses combattants. Cette manœuvre a été très efficace. Désormais, la cause palestinienne est pourrie par l'image qu'en donne le Hamas et la population palestinienne n'a pas d'autre choix que d'accepter cette force politique qui dirige la bande de Gaza. Et donc Israël parvient à propager sa propagande plus facilement en prétendant être un rempart contre le terrorisme, alors que le régime israélien a soutenu les djihadistes partout où ça l'arrangeait. Enfin, Israël est responsable de l'échec des accords de paix. C'est les dirigeants israéliens qui ont refusé d'appliquer les accords d'Oslo de 1993. Ariel Sharon disait lui-même que ces accords avaient été une catastrophe nationale pour Israël. Bref, la propagande israélienne est mensongère sur tous les points. Et il y a un deuxième facteur aggravant que personne ne mentionne, c'est la disparition du bloc soviétique. En effet, pendant la guerre froide, l'existence des pays socialistes et d'une alternative progressiste au capitalisme avait permis de construire une gauche puissante dans la plupart des pays du monde. Que ce soit en Occident ou dans les pays du Sud, la puissance de la gauche communiste, crédibilisée par le poids diplomatique de l'Union soviétique et ses alliés, permettait une forte mobilisation anti-impérialiste et progressiste. La cause palestinienne était ainsi représentée dans le monde entier par le Fatah et le FPLP, la gauche communiste. On comprend donc que le régime israélien est tout fait pour favoriser le Hamas au détriment de la gauche palestinienne. Grâce au mouvement communiste international et aux pays socialistes, la plupart des conflits étaient analysés en termes marxistes. On défendait les travailleurs avant tout, on luttait contre l'impérialisme américain, sans pour autant diaboliser les peuples et les travailleurs occidentaux, et on défendait la coopération internationale. On analysait donc le conflit de la manière suivante. L'impérialisme américain soutient Israël pour une raison simple. Israël est un avant-poste pour les puissances occidentales. La Grande-Bretagne a initié le projet sioniste tout simplement parce qu'elle voulait connecter les Indes britanniques à la mer Méditerranée, en contrôlant l'Égypte, la mer Rouge et la Palestine, suite au dépeçage de l'Empire ottoman. Washington ont pris la relève après la Seconde Guerre mondiale pour contrôler le Moyen-Orient et contrer l'Union soviétique. Ça, c'est l'analyse marxiste rationnelle du conflit israélo-palestinien. Voilà, pas de théorie théologique ou de complot sioniste. On avait une grille de lecture progressiste et rationnelle du monde. Ce rationalisme, on le devait au mouvement ouvrier mondial. En plus de permettre la victoire contre le nazisme, l'Union soviétique et le mouvement communiste ont permis de donner une impulsion décisive aux luttes anticoloniales. On en voit d'ailleurs encore les résultats aujourd'hui. Si la Russie, par exemple, est plus populaire que la France en Afrique, c'est parce que pendant que l'impérialisme français massacrait des centaines de milliers d'Algériens, de Malgaches et de Camerounais, l'Union soviétique soutenait des luttes anticoloniales devant l'ONU, et qu'à présent, il voit la Russie et la Chine comme des partenaires économiques plus respectables et rentables que l'Occident et les États-Unis. Mais une catastrophe gigantesque a eu lieu dans les années 90, l'Union soviétique s'est effondrée par la faute de ses propres dirigeants et le camp socialiste a subi un coup décisif.
Tout d'un coup, les peuples du Sud ont perdu un appui précieux pour leur développement, ils ont été pris dans les griffes du FMI et de la Banque mondiale, ont subi les ravages du néolibéralisme dans le contexte de l'affaiblissement des partis communistes qui les a empêchés de se défendre. En France, la construction européenne s'est accélérée, notre souveraineté nationale a été broyée par la monnaie unique et l'offensive du patronat contre nos conquêtes sociales ne s'est jamais arrêtée. Dans ce contexte de mondialisation capitaliste, sans la référence de la lutte pour le socialisme, le débat s'est orienté sur d'autres questions. La question religieuse et identitaire. La grille de lecture raciste et communautariste s'est imposée au peuple, au nord comme au sud. En France, l'extrême droite et l'islamisme se sont développés simultanément, notamment à cause de l'incapacité de la gauche à unir les travailleurs sur des bases de classe et d'un sentiment national partagé. On a par exemple des Français de confession juive qui peuvent basculer dans le soutien inconditionnel à Israël, ou des Français d'origine immigrée qui tombent dans le communautarisme religieux et qui soutiennent le Hamas, et d'autres qui basculent dans le vote Le Pen face à ce chaos. Et c'est une catastrophe, tant pour l'unité des travailleurs français que pour la lutte anti-impérialiste. Dans les pays du Sud, notamment au Moyen-Orient, la guerre ethnique a été remise au goût du jour, l'islam politique s'est répandu comme une traînée de poudre, et les nations se sont vues de plus en plus déchirées sur des bases ethniques et religieuses. D'ailleurs, à ce propos, l'islam politique, comme tous les autres fascismes, parce que c'est un fascisme, ne veut absolument pas rompre avec le capitalisme. L'islam politique est même un allié, un complice de l'impérialisme à l'échelle internationale. Donc, ici encore, c'est le choix du socialisme qui sera pour nous le plus sûr rempart contre tous les fascismes, y compris l'islamisme. C'est dans ce contexte que le conflit israélo-palestinien, qui n'a jamais cessé, a commencé à être présenté comme un conflit de religion avant d'être un fait colonial et impérialiste. Avant, on appelait les travailleurs israéliens et palestiniens à s'unir pour la paix et le socialisme. Maintenant, ils sont appelés à la vengeance par un échiquier politique qui bannit la grille de lecture marxiste et laïque. Du côté israélien comme du côté du Hamas, on présente donc la cause palestinienne comme une lutte religieuse, musulmane et antisémite. D'ailleurs, on le voit dans l'action du Hamas du 7 octobre, en visant des civils en train de danser et d'écouter de la musique en festival, ils ont voulu déplacer la guerre sur le terrain des mœurs et de la civilisation et plus sur le terrain de l'anticolonialisme. Pour le public français, ça a clairement évoqué les attentats du Bataclan. On est très loin des méthodes du FLN pendant la guerre d'Algérie et même de la lutte armée habituelle de la gauche palestinienne. Ce glissement du débat est symptomatique du capitalisme en crise et de l'impérialisme. On a exactement la même chose du côté occidental avec la théorie du choc des civilisations. Le capitalisme impose des questions sociétales dans les débats politiques. Il y est mis le mode de vie, de consommation, d'appartenance religieuse et identitaire au milieu du débat politique et ainsi, ils effacent la question de classe et stérilisent toute tentative d'analyse sortant de la grille de lecture identitaire. En inondant la société civile avec des débats biaisés, les médias tiennent l'opinion publique et justifient l'impérialisme en imposant l'idée d'un choc des civilisations entre pays développés et pays émergents. D'où ce deux poids deux mesures. Qu'est-ce qu'il faut dire un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël. Bref, cette grille de lecture ethno-religieuse est une arnaque vieille comme le monde, c'est le diviser pour mieux régner. Évidemment, condamner le Hamas et le régime israélien ne doit pas conduire à renvoyer dos à dos Israël et la Palestine. Il y a un agresseur et un agressé, une puissance coloniale et un colonisé. Et le rôle des communistes, c'est de rappeler que la grille de lecture religieuse et identitaire est une impasse. De dénoncer en priorité le colonialisme israélien et d'empêcher les islamistes de prendre en otage la cause palestinienne. Pour notre part, il est évident que les attentats du Hamas sur les civils doivent être qualifiés de terroristes. Le principal problème n'est pas là. Le problème, c'est que tous les médias bourgeois veulent absolument insister sur ce terme de terrorisme pour nier le contexte de guerre et présenter l'attaque du Hamas comme le déclenchement des hostilités. Comme si la guerre avait commencé avec ces attaques terroristes, comme s'il n'y avait pas des milliers de Palestiniens morts à cause des frappes israéliennes, comme si le colonialisme israélien ne faisait pas des ravages depuis 70 ans. Et il faut être clair, si l'armée israélienne rentre dans la bande de Gaza pour aller chercher les membres du Hamas, ça aboutira au pire des massacres. Il faut arrêter de dire on ne négocie pas avec les terroristes si, dans certains cas, il faut négocier parce qu'on n'a pas d'autre solution en fait. De la même manière qu'on est obligé de négocier avec Israël, même s'ils bombardent les hôpitaux et qu'ils commettent des crimes innommables. Les médias refusent tout cessez-le-feu et l'instrumentalisation du terrorisme est une façon de mettre toute opposition au garde à vous, nier la colonisation et à nier le contexte de guerre, pour en définitive laisser faire le régime israélien dans son projet de nettoyage ethnique.
Et l'aggravation du conflit israélo-palestinien doit aussi être inscrit dans un contexte géopolitique plus global. L'impérialisme américain et l'hégémonie occidentale sont remis en question par les BRICS et les pays du Sud. En Amérique latine, en Afrique et en Asie, les peuples refusent de suivre les États-Unis et l'OTAN dans leur guerre contre la Russie et réclament un monde multipolaire. L'agressivité des États-Unis et de leurs alliés comme Israël ne peut pas être comprise si on ne tient pas compte de ce nouveau monde qui émerge et qui menace frontalement l'impérialisme dominant. Il y avait un premier front dans cet affrontement géopolitique, la guerre en Ukraine. Désormais, il y en a deux avec l'aggravation du conflit israélo-palestinien et demain probablement Taïwan, car c'est là-bas, en Asie, que les tensions entre les États-Unis et la Chine sont les plus grandes. La France doit jouer un rôle de puissance d'équilibre. D'ailleurs, notre alignement derrière les États-Unis et Israël est une rupture spectaculaire avec notre tradition diplomatique héritée du gaullisme. La politique arabe de Gaulle, malgré ses limites, était quand même bien plus progressiste que celle de nos dirigeants des 15 dernières années. Le positionnement du gouvernement français est clair, Macron soutient la politique ségrégationniste d'Israël, le discours pro-atlantiste dans nos médias est le plus présent en Europe et bannit toute analyse rationnelle de la guerre qui pourrait être portée par les partis et mouvements politiques. Et là-dessus, il faut dire un mot sur les problèmes de la gauche française et notamment du Parti communiste. Son incapacité à se positionner correctement sur les questions géopolitiques remet en question son utilité. Le Parti communiste a depuis 30 ans été l'ombre de lui-même. La séquence Roussel lors des présidentielles avait permis de remettre ce vieux parti sur les rails, de redonner aux camarades l'habitude de militer pour soi et pas pour une autre organisation. Mais malheureusement, depuis 2022, on voit que pour l'instant, on n'est pas capable d'assumer notre rôle. D'abord, avec la guerre en Ukraine, on n'a jamais réussi à tenir un discours de paix. Les députés du PCF ont même voté les livraisons d'armes de l'OTAN en Ukraine à l'Assemblée nationale, sans avoir demandé quoi que ce soit à la base militante et sans leur rendre de compte. Et c'est tout sauf un accident. Ça montre que le secteur international et une grande partie des dirigeants ne sont pas à la hauteur, voire trouvent un intérêt électoraliste à se positionner ainsi. Même si Fabien Roussel a récemment fait l'effort d'appeler à un cessez-le-feu en Ukraine, ça n'est pas suffisant et on ne réussit pas à assumer notre rôle anti-impérialiste sur le conflit israélo-palestinien, avec par exemple cette phrase. Vous trouvez qu'on est dans la vengeance aveugle aujourd'hui? Parce que Israël recense environ 150 otages dans la bande de Gaza qu'il faut libérer. Et il doit éradiquer le Hamas. Est-ce que vous comprenez aussi l'enjeu pour les Israéliens? Bien sûr, je les comprends. Et d'ailleurs, je viens de le dire. Ils ont en face d'eux une organisation terroriste qui les a frappés comme jamais ils ont été frappés, au cœur, dans leur chair. Et donc, il y a une réplique, forcément, de la part du gouvernement israélien à l'encontre de cette organisation terroriste. Fabien Roussel tombe complètement dans le piège de la propagande de guerre, annulant nos efforts pour un discours de cessez-le-feu. En revanche, l'AJC, qui est la jeunesse communiste de France, tient pour nous un assez bon discours. Alors, en fait, la jeunesse communiste reste fidèle à sa campagne sur la Palestine depuis 50 ans, et elle tient tout simplement son discours de toujours. Bref, c'est bon signe pour l'avenir, et là ce qui est possible de faire, c'est de se faire entendre comme beaucoup le font contre les bombardements à Gaza, et essayer d'initier en France un mouvement pour la paix. Mais la recherche de la paix va de pair avec l'application ferme du droit des pays à l'indépendance. Sur ce point, le palmarès le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable, est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël, qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continue à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désignait chaque juif à l'horreur des fours crématoires. Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations, parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes, de ce peuple merveilleux de la Palestine, parce que nous savons qu'il n'y a pas de souffrance sans fin.